qu'on a tous eu ces dernières années par la force des choses ou personnellement. On a eu accès aux urgences. On a vu aussi les dysfonctionnements des urgences. Le problème, c'est que depuis le Covid, même si ça prend 10 ans pour former des médecins et ça prend au moins 4-5 ans aussi pour former des infirmières, on ne voit pas les choses s'améliorer. Et quand arrive l'été, les maladies ne sont pas en vacances, les accidents ne sont pas en vacances. Les médecins ont le droit de prendre des vacances, les infirmiers et les infirmières ont le droit de prendre des vacances, mais on est tous potentiellement susceptibles de pouvoir aller aux urgences. Et malheureusement, ce que l'on voit sont les choses qui se dégradent. Oui, et on s'interroge pourquoi. Le rôle Barbara des politiques, il est essentiel. Hein, parce que là, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire. Quand j'entends aujourd'hui nos actuels dirigeants dire oui, mais vous comprenez, quand même, il faut 10 ans pour former un médecin. D'accord, mais Monsieur Macron, il était secrétaire général de l'Élysée. Sous Hollande, il y avait déjà une prise en compte et une prise en considération des difficultés de l'hôpital. À la fin de Sarkozy aussi, déjà, il s'en était rendu compte. Donc, si on commence à remonter les années, on en est presque à 20 ans ou au moins à 15 ans de prise en considération de ce problème. Donc, depuis le temps, on devrait avoir eu au moins 2 nouvelles générations de médecins, sauf que le numerus apertus, c'est complètement bidon. Le fait que M. Macron fait croire qu'il a levé le numerus clausus, c'est pas vrai, puisque le nombre de formations de médecins est toujours plafonné de la même façon. On continue à ne pas ouvrir des places d'étudiants en fac de médecine, en prétendant que oui, mais il n'y a plus de place dans les facs de médecine. Eh bien, allez-y, mettez le paquet. Ah non, comme on ne peut pas, du coup, le numerus apertus aujourd'hui, il est toujours le même que le chiffre du numerus clausus. Mais ils te font croire, parce qu'ils ont changé le nom, qu'ils ont changé le système. Donc, en plus, nos dirigeants, toutes couleurs politiques confondues, se foutent de nous. Si on revient simplement sur les derniers quinquennats, en chiffres bruts, Nicolas Sarkozy, c'est 37 000 lits qui avaient été supprimés. Ensuite, François Hollande, on était à 15 000. 15 000. Et Emmanuel Macron, c'est aux alentours des 30 000 aussi. Voilà. Mais depuis, on nous dit qu'on ne cesse d'en rouvrir. Vas-y, Frédéric, et puis Didier. Et ensuite, Laurie, tiens, une infirmière au CHU de Nantes. Ça va être intéressant de la voir. Je rappelle, là, on parlait de la situation des infirmières. Si on remonte dans le temps 5 minutes, 88, il y a eu un grand mouvement des infirmières qui avait fait le siège du ministère de la Santé pendant des mois, etc. concernant leur situation. Avec des évacuations qu'on a en tête aussi. On a en tête. Donc ça veut dire c'est 88. Donc ça dépasse plus de 30 ans, cette affaire. Et je trouve ce que disait Hélène était super intéressant parce qu'elle disait un truc sur le fait d'un métier de plus en plus contrôlé, fliqué, où les gens font de moins en moins leur métier, mais doivent parler d'un métier qu'on ne laisse plus faire, c'est-à-dire elle doit rendre compte de tout le temps, elle est une espèce de surveillance, c'est-à-dire que le métier est rendu impossible. Et autre chose très importante, c'est comme il y a de moins en moins de gens qui vont dans cette profession, on recrute de plus en plus soit de précaires, soit des gens parfois moins bien formés, parce qu'il faut combler les manques. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est-à-dire que en fait, on attend toujours la dernière minute pour réagir. On a attendu le Covid pour se dire, tiens, il y a un problème. Ensuite, on a enterré ça à nouveau pour que ça apparaisse. Ça devient insupportable. Et donc, c'est pour ça que j'ai presque envie de dire, c'est bizarre, il n'y a pas de gouvernement, mais on se porte pas plus mal, quoi. On va écouter Laurie. Des problèmes comme ça, ils sont pas résolus. Attendez, on a Laurie. Avec des gouvernements successifs pendant 20 ans, on n'a pas résolu. On va y venir tout à l'heure au gouvernement, mais je voudrais qu'on écoute Laurie qui nous appelle justement de Nantes. Elle est infirmière, elle est au CHU de Nantes. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ça tombe bien que vous puissiez témoigner. Est-ce qu'effectivement, à votre avis, des patients sont décédés parce qu'ils ont trop attendu aux urgences chez vous ? Alors, d'abord, moi, je suis infirmière en réanimation, d'accord. Donc, les urgences, quand c'est vraiment sur des urgences vitales, ça va en réanimation. Après, si c'est moins vital, ça peut aller évidemment dans du conventionnel, dans des services non conventionnels. Et là, effectivement, je vous accorde qu'il faut de la place pour que ça puisse sortir des urgences et aller en conventionnel. Il faut qu'il y ait des lits disponibles, c'est évident. De deux, j'aimerais juste qu'on remette un peu en perspective. Il y a eu, vous dites, 4 décès. D'accord ? Combien ont été sauvés à côté ? On parle évidemment de situations tragiques, des personnes qui sont décédées. Maintenant, arriver aux urgences, ça ne veut pas dire, c'est pas la garantie d'être sauvé. La garantie de mais normalement, vous allez là-bas pour être pris en charge et qu'on fasse tout justement. Ils sont pris en charge. Ouais. Ils sont pris en charge. Et là, ce qu'on nous dit, c'est non. Alors, ou trop tard. Alors, peut-être trop tard, je vous le concède. Pris en charge, c'est évident. Ils sont vus à leur arrivée. Il faut qu'il y ait une personne, effectivement, qui aura vu 200 personnes dans la journée, décide ça c'est une urgence vitale, ça ne l'est pas. D'accord ?
c'est de dire aussi les urgences, évidemment, c'est multifactoriel, c'est plurifactoriel, c'est ce que vous voulez, mais la personne qui va aux urgences parce qu'elle a besoin d'un arrêt de travail pour le lendemain n'a rien à faire aux urgences. Nous sommes d'accord. Quelqu'un qui se blesse au petit doigt, qui s'est retourné un ongle, n'a rien à faire aux urgences. Et une urgence, c'est pour une urgence vitale, enfin quelque chose où clairement il faut un traitement. Mais ça veut dire que vous envoyez beaucoup des. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution inutile aux urgences? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution là-dedans, Laurie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi en amont un filtre qui s'appelle la médecine de ville qui fonctionne moins bien? Il y avait le 15 et le qui SAS, fonctionne moins bien, et l'argent. Le problème financier, vous allez aux urgences, vous sortez votre carte vitale ou votre carte CMU pour des personnes qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas faire l'avance de 23, 25, 26 euros, 30 euros d'un spécialiste. Vous voyez, il y a ça aussi, il y a ce coût financier de dire je ne paye pas, enfin je ne paye pas techniquement, je ne paye pas, je ne sors pas ma carte bleue. Je n'avance pas. Je n'avance pas les soins. Si aux urgences, ils disaient, ok, ça vous fera 25 euros parce que vous avez vu un médecin, ou 50 parce que vous avez vu un spécialiste, les gens, ils réfléchiraient à 2 fois. Là, ils se disent, finalement, moi, pour voir n'importe quel spécialiste, il va falloir que j'attende 6 mois. Je vais me présenter aux urgences. Pour certains, je simule même une douleur, un machin, tout chouette, et je vais l'avoir, mon scanner, ma consulte ophtalmo, dermato, machin. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien d'accord. Mais Laurie, on est bien d'accord. Mais comprenez aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les urgences n'ont pas à être l'espace de la bobologie générale. Mais quand vous avez, vous êtes dans l'incapacité de trouver un dermato, par exemple, et je pense en particulier à des dermatos l'été. Il y a des pathologies dermatologiques, je suis désolée, ça ne peut pas attendre 6 mois. Quand vous avez un enfant qui a des pustules pas possibles, par exemple, voilà, c'est un cas que j'ai eu à éprouver, et que votre gosse, il peut même pas marcher parce qu'il faut absolument qu'un spécialiste aille percer les petites pustules qu'il a sous le pied pour qu'il arrive à marcher, et que tous les dermatos vous disent non, et que le seul dermato qui vous dit oui, il est à 150 balles au fin fond du 16e arrondissement, eh ben, excusez-moi, mais vous n'avez pas le choix à un moment donné de vous dire, ça m'arrache le cœur, mais je vais aller aux urgences. Alors que c'est un geste anodin, mais que vous ne pouvez pas, excusez-moi, confier même parfois à un généraliste. Parce que si le généraliste, il ne le fait pas bien, vous finissez en staphylocoque. Donc voilà. Non, mais c'est catastrophique. Et par rapport à ce que vous étiez en train de dire, c'est que de plus en plus, quand on regarde la statistique, de plus en plus ceux qui se rendent aux urgences, c'est moins par rapport à ce que ça a été historiquement, c'est-à-dire pour des cas d'extrême gravité. Les urgences sont de plus en plus effectivement occupées par le fait qu'il y a des gens qui ne trouvent pas, comme disait Barbara, les médecins nécessaires. Et donc c'est ça aussi le grave problème, c'est ce qui se passe en amont. Bien sûr, d'autant que, souvenez-vous que on avait signé la loi 2023 qui reste à mettre en œuvre. Hein. Ça a été signé en 2023, mais sur le fait que les cliniques puissent arriver en complément. Tu sais, aujourd'hui, dans les prises en charge, notamment les permanences des soins, week-ends et jours fériés, qui sont assurés par l'hôpital public. Mais cette loi n'a pas encore été mise en œuvre pour faire en sorte que les cliniques deviennent des supplétifs aussi. Mais Laurie, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça se dégrade simplement au niveau de la compétence des infirmières ou des médecins? Je vous demande ça parce que vous avez 50 ans ou pas loin, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc vous avez maintenant l'expérience. Qu'est-ce que vous en dites alors avec le recul? Alors, moi, je suis une vieille jeune infirmière. J'ai repris mes études et donc moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis infirmière. On va dire seulement 10 ans ou déjà 10 ans. En tous les cas, là, je vois pour cet été, par exemple, les jeunes diplômés sortent donc l'été et donc font les remplacements d'été. À Nantes, il y a 4 postes en réanimation qui n'ont pas pu être pourvus parce que par manque de candidats. D'infirmières qui ont eu... Non, pas de candidats, de personnes qui ont eu leur diplôme. Donc on ne peut pas remettre en question la formation parce qu'elles n'ont pas eu leur diplôme, parce qu'elles n'ont pas rendu leur mémoire de fin d'année. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une crise de vocation, donc. De vocation ou qui va un peu dans l'air du temps un peu général, de flemme. En fait,
entre les stages, les évaluations, les machins, j'ai pas le temps de faire mon mémoire, alors que depuis la nuit des temps, on sait qu'on a ce mémoire à rendre en fin d'études, qui valide finalement notre réflexion et également un peu l'idée qu'on se fait un peu de notre futur métier. Et ces personnes-là ont décidé que non, elles le préparaient, elles l'ont même pas rendu bâclé, elles l'ont pas du tout fait. Ah D'accord. ouais, ouais. Donc, vous voyez, il y a pas que ce qui se passe en interne. Et vous voyez, je suis d'accord avec vous, mais ça indique quand même un petit problème de conscience professionnelle. Parce que si déjà, en tant qu'étudiant, vous ne comprenez pas que même si c'est casse-pied de rédiger un mémoire, vous devez le faire, dites-vous bien quelque part que la conscience professionnelle derrière, elle va pas vraiment être au rendez-vous. Parce que si à un moment, oh ouais, mais cette transmission-là, ça me saoule, cette passion-là, je vais faire ça vite fait parce que j'ai autre chose à faire et que maintenant je dois partir. Ça laisse quand même aussi, mais moi je suis d'accord, parce que je suis d'accord avec vous, hein, c'est la nouvelle génération. De toute façon, aujourd'hui, les chiffres sont là. Un médecin des années 70-80 qui part à la retraite, il faudrait que ce soit 2 médecins et demi pour le remplacer, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler 70 heures par semaine, et ça peut se comprendre d'ailleurs. Ils veulent faire 40 heures. Les médecins généralistes, ils n'ont plus envie de passer, de consacrer leur vie du matin au soir jusqu'au dimanche et d'aller faire les visites à domicile. Combien vous avez aujourd'hui de généralistes, de jeunes généralistes, qui acceptent de faire les visites à domicile? Vous en avez encore beaucoup? Non, il y en a quasiment. Voilà, vous n'avez plus que les vieux médecins ou quelques médecins, notamment de campagne, qui, de toute façon, dans ces cas-là, n'ont pas le choix que de faire de la visite à domicile. Mais en ville, la visite à domicile, vous pouvez courir. Votre grand-mère de 90 ans, il faut que vous l'emmeniez vous, parce que personne ne viendra la voir chez elle. Dans une France qui va vieillir en plus, donc ça va être un vrai défi. Laurie, je vous remercie d'avoir été avec nous, Laurie. Bonne journée à vous, merci et bon courage à tous les soignants des CHU qui, je sais, nous écoutent aussi. Merci, Laurie. On va en parler avec Hubert, qui est du côté des Landes. Bonjour, Hubert. Oui, bonjour. Vous vouliez intervenir dans notre débat sur les urgences avec un exemple personnel, Hubert? Ah oui, un exemple très personnel et très grave. C'est-à-dire, je ne suis pas ambulancier, je ne suis pas pompier, je suis un civil. Et mon père, enfin notre père, parce que j'ai un frère plus jeune que moi, notre père est suivi depuis 4 ans pour un cancer. Et le traitement qu'il suit a déclenché, on va dire, des faiblesses artérielles et veineuses. Donc, notre père est sujet aux AVC. Il en a fait 4. Les 2 derniers AVC qu'il a fait, quand on a appelé le 15 pour qu'il vienne le prendre en charge à la maison, ça a été un refus catégorique. Ça a été débrouillez-vous à nous l'amener. Alors j'habite Pérorade, 35 km de Bayonne. Il a fallu que je prenne ma voiture, que je fasse 35 km, 40 minutes de route pour aller chercher mon père pour l'amener aux urgences à l'hôpital de Bayonne. À 2 reprises, ça. Ah oui. À 2 reprises. Alors, je vais dire une chose, ça va peut-être hérisser les oreilles de certains. S'ils veulent tuer les vieux, qu'ils le disent carrément. Non, mais là, ce que veut nous relater Hubert, c'est quand même aussi un problème de maillage. Parce que je présume qu'il y a 20 ans, des urgences, il y en avait plus près de Pérorade que d'ailleurs à Bayonne. Non, vous n'avez pas compris. Mon père habite Bayonne. Oui, Bayonne. Ah, d'accord. Il est à Bayonne. Il est à Bayonne. Il est à Bayonne. Il a fallu que je fasse 35 km. Et comment le SAMU s'est justifié? La régulation du SAMU, comment elle a justifié le fait qu'elle refusait d'envoyer une ambulance? Débordé, classique. Pas de disponibilité. Bah oui, c'est ça. Classique. Voilà la réponse. Pas de disponibilité. Ouais, voilà, dans ces cas-là, nous l'amener. On peut comprendre la colère de certaines familles de patients bien sûr. face à ce problème aujourd'hui d'aiguillage, de manque de jugement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la tension à la fin entre les patients et le service hospitalier. Alors que dans le fond, le problème est ailleurs. C'est-à-dire comme tu as dit, le maillage, la formation, la rémunération. Donc finalement, on met en conflit les normes. Tu l'as évoqué, mais les normes. On est aussi dans un pays producteur de normes. Et enfin, on te parle de simplification administrative, mais enfin, j'ai souvent décrit. Mais celui qui crée la norme, qui génère la norme, il veut pas lâcher son emploi. Donc à un moment donné, tant que tu feras pas du ménage dans ceux qui créent la norme, elle continuera d'enfler. Moi, ça rejoint le maillage. J'ai des exemples. Il y a déjà quelques années, mais j'ai eu des exemples de gens. En milieu montagneux, dans les Pyrénées, qui, parce qu'il y avait 280 naissances à 40 minutes de chez eux, il y avait fermeture de la maternité, et du coup se retrouvaient à aller sur une maternité à plus de 2 heures de route de chez eux, quoi. Et ce genre de normes qui te dit, mais c'est pas efficace, une maternité, ça marche aussi pour les urgences, ça marche pour tout. Et à un moment donné, le maillage, tu le détruis là-dessus. Exactement. Tu le détruis, non pas parce que t'as pas de personnel local, parce que tu dis qu'il faut une certaine taille de CHU, d'hôpital, d'urgence, de maternité, de tout ce que tu veux, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir avoir le matériel. Mais tu résous pas le problème du personnel avec ça, et t'aggraves le problème des patients parce que tu les éloignes du truc. Alors, on a posé la question, et
je remercie Hubert de cet exemple. 4 décès cet été, les urgences saturées. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que patient, on peut se sentir en danger face à ce qui se passe aux urgences? On va voir comment vous avez réagi. Ah bah écoutez, oui, 94%, c'est votre ressenti face aux urgences.